le terme de génération sacrifiée, il pose un peu un problème parce qu'il y a une certaine ambiguïté, parce que ça peut laisser sous-entendre, dans le contexte actuel, que grosso modo, les générations précédentes ont été non seulement favorisées, mais privilégiées. Donc, ce qui est gênant, c'est que c'est un discours qui, par exemple, est tenu pour faire passer la réforme des retraites ou un certain nombre de mesures d'austérité en expliquant les vieux, ils ont mangé le pain blanc, ils ne laissent rien. Bon. Donc ça, c'est donc je vais venir sur quelques exemples. Or, quand on voit par exemple sur la question des retraites et des baby-boomers, c'est pas les baby-boomers qui ont bénéficié des bonnes conditions de retraite, notamment du gouvernement de gauche à partir de 1980 jusqu'à la réforme Balladur, hein, puisque en fait, c'est cette génération-là qui rencontre la première crise du chômage et les effets et l'entrée en retraite dans des conditions plus défavorables que la génération d'avant, qui est en même temps une génération dont on peut dire que la jeunesse a été sacrifiée, puisque c'est la génération de la guerre. Pour prendre un exemple personnel, ma mère qui a fait la guerre, qui a été déportée, elle a eu sa retraite à 60 ans sur la base la moyenne des 10 meilleures années au bout de 37 ans et demi de cotisation, qu'elle n'avait pas, mais enfin, elle y aurait eu droit. Bon. Donc là aussi, c'est des choses, c'est un peu des idées qu'il faut casser. Deuxièmement, on a une thématique. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire non, la génération n'est pas sacrifiée, il y a eu pire, ou ça a toujours été le cas, c'est de voir un peu qu'est-ce qui a existé, en même temps, qu'est-ce qui change, parce que je pense que dans la crise actuelle, on a quelque chose de fondamental qui change et qui n'est pas quelque chose de matériel. Bon. La thématique de l'étudiant pauvre, on la connaît. On la connaît dès les années 20, dans l'entre-deux-guerres, hein. La thématique de l'étudiant pauvre, de l'étudiant prolétarisé, et deuxième élément, c'est à cette période-là que se développe le travail, la fondation de l'AFSEF, hein, et la création du sanatorium des étudiants, parce que la tuberculose faisait des ravages dans le monde étudiant. Ce qui est extrêmement curieux, puisque la tuberculose, c'était plutôt une maladie de la pauvreté, alors que le monde étudiant était tout de même un monde plutôt, alors là, oui, on peut dire pour une bonne partie privilégié, hein, des couches supérieures, des classes dominantes, mais c'est qu'en réalité, il y avait un mode de vie étudiant, on est loin de ses parents, on mène une vie qui peut être de bambochard, on mange n'importe comment, on ne dort pas de la nuit parce qu'on s'organise pour préparer les examens, et donc on ne fait pas forcément très attention à soi, hein. C'est un des éléments qui fait que la tuberculose se développe, parce que l'état sanitaire des étudiants, il est plus dégradé que de ce point de vue-là en moyenne. Bon. Sans oublier les maladies vénériennes, c'est-à-dire les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est un exemple, hein. Deuxième exemple, je ne parlerai même pas de la guerre, parce que c'est l'après-guerre. L'après-guerre, on a encore pendant 5 ou 6 ans, il fait froid dans les amphis, il n'y a pas de chauffage. Quand il y a des amphis, la nourriture manque. Les tickets de rationnement, c'est jusqu'en 1951. Et c'est en même temps l'époque donc, où la question du logement, hein, il manque 20 000 logements étudiants à Paris. Il y a même le Figaro, en 1945-46, qui fait un grand appel à la générosité afin que les familles accueillent des étudiants chez eux parce qu'il n'y a pas de logement. Et c'est peut-être ça un petit peu les choses auxquelles il faut réfléchir, ça doit être un petit monde de 100-120 000 étudiants, c'est-à-dire 20 à 22 fois moins qu'aujourd'hui. En même temps, il y a une action directe. Bon, une action directe étudiante, on rappellera l'action de Paul Boucher et de la GE Lyon qui reprend en main le restaurant étudiant, qui est un restaurant de la GE, hein, et qui le remet en route en passant de 70 à 1200 repas, sous gestion étudiante en entier. Il y a l'occupation des maisons qui servent à la prostitution, puisque la prostitution est interdite. Les maisons closes sont fermées, donc les bordels sont fermés, et en fait, il y a des occupations et on obtient
le mouvement étudiant et l'UNEF obtiennent des autorités la réquisition des maisons closes. Bon. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des revendications, une dimension d'action directe, sans oublier le côté culturel, hein, l'occupation de cinéma pour obtenir des tarifs réduits pour que les étudiants puissent avoir accès à la culture. Alors, et puis, on peut prendre deux derniers points, la guerre d'Algérie, hein, où sur le moment, les étudiants bénéficient de sursis, mais c'est vrai que la perspective est difficile. Hein. Est-ce qu'on va partir ou pas à la guerre? Bon, Jean-Jacques Occart et Michel Langrenier sont là, hein, qui sont de cette génération, donc c'est une préoccupation. Et puis, enfin, sur le travail des étudiants, on a toujours les chiffres de 40 à 50% des étudiants qui sont contraints de travailler, sont des chiffres qui, en fait, sont avancés par l'UNEF dès la fin des années 40, ce qui permet de revendiquer le salaire ou le pré-salaire ou l'allocation d'études. Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on peut voir dans le passé, se demander un peu qu'est-ce qui change. Alors, qu'est-ce qui change à mon avis, c'est la question, évidemment, du nombre. Hein, c'est-à-dire qu'en 40% de 2 700 000, ce n'est pas 40% de 150 000, c'est plus 60 000, mais 1 million de personnes qui travaillent, qui sont aussi étudiantes. Bon, c'est un fait, c'est quelque chose d'énorme. Les normes sociales ont changé. On le voit même avec la crise du Covid. Hein. En 68, quand il y a, à la fin 68 et 69, la grippe de Hong Kong, on a 40 000 morts, des hôpitaux sont surchargés, mais il est normal, en gros, il est considéré comme normal que les plus de 65 ans meurent. Bon. Il est considéré comme normal, et moi-même enfant, j'étais dans le 11e, dans un logement où il n'y avait pas les WC étaient sur le palier, il n'y avait pas de salle de bain, on allait au bain-douche, ce qui était le cas à peu près de 70 à 80% des logements du 11e arrondissement, hein, dans ces années 60. Et évidemment, ce qui change, heureusement, c'est que par le progrès et par les luttes, les normes ont changé. C'est vrai que les normes de chambres de CTU se sont améliorées, mais ça devient le minimum aujourd'hui qui aurait été considéré comme du luxe à l'époque. Donc, les normes ont changé, donc ce qui ne faisait pas scandale fait à juste titre scandale. Hein, et surtout, moi je pense que le grand changement dans cette crise qui est exacerbée par la crise du Covid, mais qui ne date pas de ça, c'est la question des perspectives. Alors, je ne parlerai pas tellement des perspectives individuelles, la question de l'emploi, bien sûr, l'inquiétude, l'anxiété, mais bon, grosso modo, on sait que les diplômés ont tout de même plus de possibilités, même si ça se dégrade, de trouver du travail, mais on va attendre de plus en plus longtemps, hein, plus important. Mais surtout, je pense en termes de perspectives collectives, la question climatique, la question de où va ce monde. Je veux dire, et ça, c'est la grande différence avec peut-être la libération, les années 50 ou les années 60, c'est cette idée que ça vaut le coup de faire des sacrifices quand on fait des études, parce que l'avenir individuel et collectif apparaît comme possible. Et je pense que dans les dimensions psychologiques, hein, d'atteinte psychologique, ce n'est pas tellement le présent, hein, c'est le présent lié à un sentiment qu'il n'y a pas d'avenir. Et je conclus sur la question de la santé. C'est que la précarité, évidemment, elle est liée à l'état, évidemment, à l'état de santé. Hein. Bon, mais qu'il y a une part de pathologie, enfin de conditions de vie et de travail étudiante qui, indépendamment des conditions de précarité, demeurent. C'est les conditions de vie, de travail, les examens, le stress, le mode d'organisation, les amphis surchargés, qui fait qu'il y a une spécificité non seulement jeune, mais dans la crise, on le voit bien aujourd'hui, une spécificité étudiante, alors qu'on l'a souligné, nous n'avons plus de régime de sécurité sociale. Donc la question qui peut se poser comme perspective d'avenir, c'est on ne va pas recommencer à faire une mutuelle aujourd'hui comme on faisait une pour 150 000 étudiants, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas imaginé de manière actualisée, moderne,
l'idée qu'il y ait un régime étudiant, qu'il y ait une part de gestion étudiante de la sécurité sociale, parce que ça manque en termes même de connaissances, hein, de l'état sanitaire, et ce qui permettrait d'impliquer beaucoup plus d'étudiants. Et pour finir, on en reviendrait en fait aux sources de la sécurité sociale de l'après 45, qui était basée comme c'est pas une administration, c'est une conquête, et c'était a priori une tradition de gestion par les assurés eux-mêmes, hein, par les cotisants de la sécurité sociale. Et donc, des revendications de ce type au niveau étudiant feraient qu'on se resituerait à nouveau dans la charte de Grenoble, les étudiants à l'avant-garde d'un certain nombre de revendications qui concernent l'ensemble de la société. Voilà un petit peu les réflexions et les questions que je voulais poser.